pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à Roosevelt, qui est une personnalité vraiment très remarquable, ce n'est pas simplement une sorte de snobisme intellectuel que j'ai volontairement évité Franklin et que j'ai pris Théodore, c'est parce qu'à mon avis Théodore est trop peu connu en France, et aux États-Unis par contre c'est un personnage qui a longtemps été considéré comme au moins aussi important, sinon plus important que Franklin. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les deux? Oui, bien sûr. Franklin est un cousin, je ne sais plus si c'est au deuxième ou troisième degré de Théodore, je pourrais vous retrouver ça exactement, et surtout, Franklin a épousé la propre nièce de Théodore. Théodore avait un frère qui s'appelait Eliot, qui est malheureusement l'horreur de la famille, puisqu'il a sombré dans l'alcoolisme et la dépression et qu'il est mort très jeune. Il avait une fille, bien sûr, et c'est cette fille qui est devenue la femme de Franklin Roosevelt. En fait, Franklin Roosevelt s'est marié à la Maison-Blanche, qu'il pensait probablement déjà habiter plus tard, mais dans lequel Théodore était bien sûr le propriétaire des lieux, et de fait de la mort de son frère, c'est effectivement Théodore qui a conduit sa nièce à l'hôtel, puisque vous savez que souvent dans les familles américaines, on improvise pour les mariages, en particulier dans les familles riches, on improvise une sorte de cérémonie religieuse à l'intérieur de la maison familiale, et là ça s'est passé à la Maison-Blanche, c'est Théodore qui a conduit sa nièce à l'hôtel pour qu'elle devienne effectivement la femme de Franklin. Alors pour ceux d'entre vous que ça intéresse, j'ai mis exprès ici une sorte de bibliographie, malheureusement ce n'est pas traduit en français. Theodore Roosevelt a été l'objet récemment d'une biographie époustouflante en 3 volumes de Edmund Morris, qui est un très grand historien américain. Et cette biographie, donc les 3 volumes, c'est l'ascension de Theodore Roosevelt, The Rise of Theodore Roosevelt, Theodore Rex, alors évidemment c'est l'idée du dinosaure, vous savez le Theodorus Rex, hein, bien sûr, Theodore Rex, et puis Colonel Roosevelt, qui est le 3e et dernier volume, qui occupe les années depuis le départ du pouvoir de Roosevelt jusqu'à sa mort. Alors, je vous rappelle que Roosevelt est né en 1858, c'est-à-dire qu'il est né 3 ans avant le début de la guerre de sécession, et il avait 7 ans au moment de la fin de la guerre de sécession. Probablement faut-il rappeler que, effectivement, Roosevelt fait partie des 4 présidents qui ont été choisis pour être sculptés par la famille Borglum dans, effectivement, la pierre du Dakota du Sud à ce qu'on appelle Mount Rushmore. Vous le savez qu'il a fallu 14 ans pour les équipes de la famille Borglum pour sculpter ces 4 têtes. La première tête que vous voyez à gauche est bien sûr celle de Washington, premier dans la guerre, premier dans la paix, premier dans le cœur de ses concitoyens. La deuxième tête est celle de Jefferson, qui combine, si vous voulez, évidemment l'idée de, comme il l'a fait écrire sur sa tombe, la déclaration d'indépendance, ensuite évidemment l'ordonnance du Nord-Ouest, ce qui a permis la division du territoire à l'Est en des États libres et égaux en droit avec les 13 États fondateurs, le principe de liberté religieuse en Virginie qui a ensuite été étendu à tous les autres États par la Constitution, et puis finalement la création de l'Université de Virginie, c'est-à-dire à la fois, donc encore une fois, la déclaration de l'indépendance, l'organisation territoriale, le principe de la liberté religieuse et l'aspect fondamental de l'éducation. La personne que vous voyez à droite, bien sûr, c'est Abraham Lincoln, le martyr, le président martyr, celui qui a donné sa vie pour l'Union. Tous les ans ou tous les 2 ans, on fait un sondage dans la population américaine sur les plus grands présidents. Il m'est arrivé dans le temps, avec mes cagneux, de faire un cours sur l'évolution, parce que, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez 2 présidents qui restent en tête continuellement, c'est Washington et Lincoln, et puis ensuite, vous avez, je dirais, une évolution de la cote, c'est-à-dire que vous avez des présidents qui sont très en hauteur à un certain moment. Je pense à Jefferson, par exemple, au moment du New Deal. Franklin Roosevelt l'est resté très longtemps. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, des gens comme Calvin Coolidge, c'est-à-dire le président intermédiaire de l'interregnum républicain entre les 2 guerres, Coolidge, qui a souvent été considéré comme un président extrêmement faible et falot, et pour justement cette sorte de non-intervention présidentielle dans les affaires politiques quotidiennes, portée au nu par les gens qui vouent Obama ou Gémonie. C'est clair que la popularité des présidents est extrêmement intéressante. Alors, évidemment, le 3e à partir de la gauche, le 2nd à partir de la droite, c'est Theodore Roosevelt. Vous voyez qu'entre Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln, ou à droite d'Abraham Lincoln, il reste une place. Et je vous rappelle que la dernière personne qui a été l'objet d'une sorte de rassemblement de signatures populaires pour être le 5e président du Mont-Rushmore, c'est Ronald Reagan, mais ça n'a pas abouti. Voilà. Alors, une des premières photos que nous ayons de Theodore Roosevelt, c'est une photo très étonnante.
dont vous voyez ici le détail et dont vous voyez ici la position dans la photo, c'est une photo qui est prise le 25 avril 1865 au coin de Broadway et de Union Square, où se dressait, comme vous le voyez, la demeure familiale du grand-père de Theodore Roosevelt, qui montre que... Alors, les Roosevelt, c'est vraiment une vieille famille d'origine hollandaise, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui correspond, si vous voulez, à ce que Edith Wharton aurait appelé Old New York, hein, c'est-à-dire ce n'est pas le New York britannique, c'est la Nouvelle-Amsterdam. Hein, et c'est le moment où, effectivement, entre son premier nom, Nouvelle-Angoulême, et son troisième nom, Nouvelle-York, la ville s'est appelée Nouvelle-Amsterdam et elle a été habitée par, effectivement, une colonie hollandaise relativement importante, dont le dernier gouverneur a laissé son nom, non pas simplement à un certain nombre de choses, mais à une marque de cigarettes, Peter Stuyvesant. Peter Stuyvesant est le dernier gouverneur hollandais de la Nouvelle-Amsterdam. Et, si vous voulez, les Roosevelt font partie, de même qu'à Boston, vous avez les Brahmins, c'est-à-dire ceux qui étaient à bord du Mayflower ou à bord de l'Arbella, hein, 1612-1620, hein, de même que les Brahmins sur, effectivement, Beacon Hill, c'est vraiment l'aristocratie bostonienne, les familles fondatrices. À New York, les familles fondatrices ne sont pas des familles d'origine britannique, ce sont des familles d'origine hollandaise. Et les Roosevelt font partie de ces familles d'origine irlandaise. Et la famille Roosevelt avait fait fortune dans la fabrication et la commercialisation du verre. Le grand-père de Theodore Roosevelt était un monsieur qui avait une surface sociale et financière et économique extrêmement importante à New York. Et ce que vous voyez ici, c'est le 25 avril 1865, c'est la fameuse procession du cercueil de Lincoln à travers New York, puisque vous savez que Lincoln a été assassiné par William Booth au Ford Theater à Washington le 15 avril, et que Mary Todd, la femme de Lincoln, n'a pas voulu que son mari soit enterré à Washington. Elle a dit qu'il fallait que son mari soit enterré à Springfield, la capitale de l'Illinois, où il avait commencé sa carrière d'avocat, ce qui a permis à Barack Obama d'aller déclarer sa candidature à Springfield, qui est encore aujourd'hui la capitale politique de l'État de l'Illinois, même si Chicago est sa capitale économique. Et si vous allez à Springfield un jour, outre la maison de Lincoln qui est toujours là, celle où il a commencé sa carrière d'avocat, vous verrez aussi le mausolée de Lincoln qui a été créé là et qui est l'objet d'une garde d'honneur de l'armée américaine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, effectivement, vous avez un très beau musée Lincoln qui a été installé là. Et donc, c'est de la fenêtre de la résidence de son grand-père que le 25 avril 1865, exactement 10 jours après l'assassinat de Lincoln au Ford Theater, les deux frères, Theodore et Elliot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui deviendra le petit canard, je ne sais pas quoi, the ugly duckling, comme on dit en anglais, les deux petits garçons observent effectivement, Roosevelt a 7 ans, ils observent le passage du grand cortège funèbre, puisque toutes les villes par lesquelles est passé le train ont exigé que le train s'arrête et que le cercueil de Lincoln fasse une procession à travers les rues pour que la population, évidemment, américaine puisse lui rendre hommage. Et Lincoln est un phénomène essentiel dans la construction mentale de Theodore Roosevelt. Et voilà, vous avez ici ces deux parents, hein, à droite, Theodore Roosevelt Sr., le père, qu'on connaît généralement sous le sobriquet de The, hein, voilà, The pour Theodore, voilà. Et puis, à droite, vous avez sa femme, la mère de Theodore Roosevelt, qui s'appelait Martha Stewart Bullock, B-U-2-L-O-C-H. Alors, elle, il y a un problème, comme dirait l'autre, Johnny Hallyday pour ne pas le nommer, qui est qu'elle était géorgienne. Et ça, c'est typique d'un mariage antebellum. C'est-à-dire, c'est typique d'un mariage entre quelqu'un du Nord et une femme du Sud. Au mariage n'ont assisté que les parents de Théodore. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que 2 nordistes qui se sont déplacés pour ce mariage, c'était les 2 parents du marié. Aucun ami, aucun parent ne s'est déplacé à cette occasion-là. Et Martha Stewart Bullock fait partie des 2 ou 3 modèles admis et reconnus de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Elle était le type même de ce qu'on appelait la Southern Belle. Et alors, ça a posé des problèmes. Tout ce qui est dit ici et qui pourrait vous paraître intelligent est dans le livre de McCulloch sur l'enfance de Roosevelt et dans la biographie de Edmund Morris, etc. Mais je crois qu'il y a eu une sorte de skis presque de la figure paternelle. Vous savez ce qu'on appelle positive
male role model aux États-Unis, c'est-à-dire cette idée qu'un garçon se constitue en référence à quelqu'un qui lui offre un modèle d'un rôle masculin positif dans la société. C'est clair que pour Theodore Roosevelt, il y a eu une sorte de divergence, puisque d'un côté, il y avait ces deux oncles Bullock que vous voyez à gauche, les deux frères de sa mère, qui ont été deux héros sudistes de la guerre de sécession, deux marins. L'un commandait un bateau qui faisait de la traversée de blocus, ce qu'on appelle des blockade runners en anglais. Si vous avez besoin d'une référence, c'est Red Butler dans Autant en emporte le vent. Vous savez, dont à plusieurs reprises, il nous est dit qu'il traverse les blocus pour apporter des étoffes pour les dames de Atlanta, etc. Et Tante Pittipat le trouve absolument merveilleux et magnifique. Bon, voilà. Et donc, un des deux oncles était vraiment le blockade runner typique, et l'autre était aussi officier supérieur de la marine sudiste. Ce qui fait qu'après 1865, ils n'ont plus pu rentrer aux États-Unis. Ils sont passés voir leur sœur à New York juste avant de quitter définitivement dans l'espèce de vague organisation de la fin de la guerre de sécession. Sous un nom d'emprunt, ils sont passés à New York embrasser leur sœur, et ensuite ils sont partis pour l'Europe et ne sont jamais revenus aux États-Unis. Ils ont vécu tous les deux, pratiquement tout le reste de leur vie, à Liverpool, ce qui explique pourquoi, à partir des années pratiquement 69, c'est-à-dire à un moment où Théodore avait 11 ans, il y avait séjours annuels en Europe avec temps assez long à Liverpool pour voir les deux oncles. Et c'est clair que les deux oncles étaient deux figures héroïques chevaleresques qui ont été probablement des modèles pour Théodore et dont la référence à la figure masculine a été divisée entre d'un côté ces deux oncles chevaleresques héroïques mais rebelles et de l'autre son père, un des conseillers proches de Lincoln, mais qui, pour des raisons que l'on n'a jamais très bien comprises, n'a pas voulu aller se battre. Et donc, il y a un défaut d'héroïsme du côté du père, qui, on sait que Théodore a porté ce défaut d'héroïsme du côté du père comme une sorte de blessure secrète. Et c'est vrai qu'on peut imaginer chez un enfant comment l'image des deux oncles, disons rebelles mais héroïques, et du père loyal mais un tout petit peu rond de cuir administratif, même s'il a joué un rôle important dans l'administration Lincoln, voilà. Alors en même temps, Théodore avait une admiration sans borne pour son père. Vous voyez qu'à gauche, les deux photos de Théodore que vous voyez en font un garçon dont la masculinité n'est pas très évidente. Alors vous me direz, les garçons portaient des robes jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, donc voilà. Mais c'est vrai que la masculinité de Théodore n'est pas totalement évidente. Et son père, c'était en plus un enfant qui souffrait d'asthme de manière terrible, il était souffreteux, et son père a conduit un programme éducatif à la fois au point de vue santé, mais surtout au point de vue quasiment du bodybuilding. Ce qui fait que le personnage que vous voyez à droite, c'est Theodore Roosevelt à Harvard, où il était connu pour être un des meilleurs rameurs et un des boxeurs les plus brillants du campus. Et ça n'était pas donné d'avance, si vous voyez ce que je veux dire. Et Théodore a toujours éprouvé à l'égard de son père et un sentiment à la fois d'affection et de vénération totale, avec au milieu de cette affection, vénération et évidemment gratitude totale pour avoir fait de lui ce qu'il était, c'est-à-dire l'homme de ce qu'on appelle the strenuous life, une vie qui est marquée par l'effort. Strenuous, ça veut dire quelque chose qui demande des efforts. Et c'est très évident que Roosevelt n'aurait jamais pu être le président qu'il a été si son père ne l'avait pas pris en main et ne l'avait pas transformé d'un petit garçon maladif et fragile en un athlète. Ça, c'est clair. Tout ça, c'est dû entièrement à son père qui avait fait installer une salle de gymnastique dans la maison, qui veillait lui-même à ce que son fils y passe un long moment tous les jours. Et donc, l'athlète que vous avez, c'est le résultat d'une construction paternelle, d'une certaine façon. Alors, quels sont les grands intérêts de Theodore Roosevelt? C'est très clair qu'il a un intérêt absolu, qui sont les sciences naturelles, et en particulier, bien sûr, tout ce qui a trait, alors un tout petit peu de botanique, mais principalement ce qui a trait à la zoologie. Ça, pour lui, c'est absolument essentiel. Ce que vous avez en haut à gauche, c'est un crâne de phoque
qu'il a reçu en 1867, il avait exactement à ce moment-là 9 ans, et il a dit que c'était le plus beau cadeau qu'on lui avait fait de toute son enfance, parce que pour lui, c'était absolument fondamental. En 1869, à l'âge de 11 ans, il a lu de manière passionnée et annoté L'origine des espèces de Darwin, qui était sorti effectivement en 1859, il l'a lu en 1869, il a 11 ans, le livre a 10 ans. Et le personnage que vous voyez en haut à droite est un personnage absolument remarquable qui s'appelle James Bell. C'est un taxidermiste et c'est lui qui va apprendre à Theodore Roosevelt, à l'âge de 11-12 ans, à devenir un taxidermiste hors pair. Et quand je vais vous avoir dit de qui James Bell était le taxidermiste, il était le taxidermiste de John James Audubon. Audubon, vous savez, c'est ce personnage extraordinaire qui a fait ses gravures absolument somptueuses sur les oiseaux d'Amérique et qui a publié ses livres sur les oiseaux puis sur les mammifères d'Amérique qui ont marqué évidemment complètement l'histoire intellectuelle des États-Unis parce que ça permettait de montrer que dans le domaine des mammifères, dans le domaine des oiseaux, les États-Unis avaient des choses que l'Europe n'avait pas, c'est une forme de nationalisme. Alors Audubon, c'est un Rochelet, je vous rappelle. Et James Bell avait travaillé avec John James Audubon, et c'est lui qui a transmis la science de la taxidermie à. Et là, en bas à droite, vous avez un portrait de la famille Roosevelt en promenade en 1872, c'est-à-dire qu'il a 14 ans, et où est-ce qu'ils sont? Ils sont sur les bords du Nil. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui, vous pourriez aller en Égypte pour presque rien à cause des circonstances, mais à l'époque, se transporter de New York jusqu'au Nil, ce n'était pas exactement très facile. Le père a organisé vraiment de manière très extraordinaire l'éducation des enfants. Quand on partait en Europe tous les ans, les enfants étaient déposés tous les ans dans une famille allemande où ils restaient pendant pratiquement 4 ou 6 semaines pendant que leurs parents voyageaient pour faire des courses, préparer les malles à renvoyer. Et du coup, le cercle des enfants Roosevelt à New York était appelé The Heidelberg Society, la société de Heidelberg. Voilà. Ça vous donne une idée de... Donc c'est une éducation européenne, ce qui est souvent le cas dans les très grandes familles américaines de l'époque, et c'est une éducation qui est extrêmement marquée par le scientifique, et en particulier dans les sciences naturelles, et en particulier tout ce qui concerne, disons, le zoologique, le biologique. C'est absolument essentiel pour Roosevelt. Le musée d'histoire naturelle de New York, si vous y êtes jamais allé, est un hommage quasiment permanent à Roosevelt. Vous trouvez partout des citations de Theodore Roosevelt, des choses qui ont été données par Roosevelt, des choses dont l'acquisition a été facilitée par Roosevelt, etc. Alors, bon, vous allez... Je suis désolé, c'est un peu sentimental, et j'aurais pas dû vous montrer ça, j'ai hésité, puis finalement... Mais c'est sa trousse de taxidermiste qu'il a utilisée sous l'autorité de James Bell pour apprendre justement à maîtriser cette science qu'il adorait. Alors, la deuxième grande étape de son existence, bien sûr, après ça, c'est la période qui va le conduire de 1876 à 1880 à Harvard. Il va être effectivement complètement séduit, et il séduira d'ailleurs Harvard, il faut bien le dire. Il sera un étudiant extraordinairement brillant. Il arrivera dans un Harvard qui est encore plein de la gloire de quelqu'un comme Henry Adams, que vous voyez ici. Alors, Henry Adams, c'est le fils de Charles Francis Adams. Charles Francis Adams, c'est le fils de John Quincy Adams. John Quincy Adams, c'est le fils de John Adams. Alors, je vous explique. John Adams, deuxième président des États-Unis. John Quincy Adams, alors Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, c'est le sixième président des États-Unis, donc deuxième et sixième président des États-Unis. Charles Francis Adams, c'est l'ambassadeur des États-Unis à la cour d'Angleterre qui obtiendra des hommes politiques anglais de ne pas reconnaître le Sud pendant la guerre de sécession, alors que la tentation à cause du coton était très très forte. Et Henry Adams, c'est celui dont on publiera de manière posthume un des plus grands livres que la littérature américaine ait produite, The Education of Henry Adams, l'éducation de Henry Adams, qui est le premier livre dans lequel on entend le doute de l'Amérique sur elle-même. Ça, c'est absolument un livre absolument magnifique. Alors, Henry Adams est au départ un historien, il a écrit des livres absolument passionnants sur les présidences de Jefferson et de Madison. Il aura un disciple d'élite qui s'appelle Henry Cabot Lodge. Adams est là, Cabot Lodge est là, et Cabot Lodge sera l'espèce de tuteur-mentor de Roosevelt. Alors je vais juste vous le dire là au cas où j'oublierai. Cabot Lodge était persuadé que Roosevelt était l'homme le plus brillant qu'il avait rencontré. C'est lui qui convaincra Roosevelt d'accepter le poste de préfet de police de la ville de New York. Et quand Roosevelt mourra de chagrin après la mort en avion de son fils le 14 juillet 1918 sur le front franco-allemand, et que Woodrow Wilson refusera à Roosevelt
de partir, de lever une brigade de volontaires pour aller combattre sur le front. Roosevelt mourra de chagrin pratiquement en 1919. Cabot Lodge sera persuadé que Woodrow Wilson a tué effectivement Theodore Roosevelt. Et une partie, alors ça peut paraître un peu fou, mais je crois que tous les grands historiens aujourd'hui aux États-Unis reconnaissent ça, une partie de l'opposition systématique de Cabot Lodge, qui à ce moment-là est leader de la majorité républicaine au Sénat, face au traité de Versailles, au plan Wilson, à la création de la Société des Nations, l'opposition systématique de Cabot Lodge à Wilson sera enracinée dans le sentiment que Cabot Lodge avait que Wilson avait tué Theodore Roosevelt et qu'il fallait qu'il paie pour ça. Ça, c'est tout à fait étonnant. En tout cas, si vous voulez, le Harvard de Roosevelt, c'est ça. C'est un Harvard qui est marqué par Henry Adams, qui est marqué par Henry Cabot Lodge, dont il sera à la fois... Cabot Lodge sera son répétiteur et c'est lui qui l'ouvrira à un certain nombre de dimensions politiques sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Cela dit, à la sortie de Harvard, il épouse tout de suite une jeune femme qui s'appelle Alice Hathaway Lee, que vous découvrez ici à sa droite. Vous voyez que Roosevelt est à gauche, Alice est à sa droite, et tout de suite, sous l'influence de Cabot Lodge, il entame une carrière de parlementaire de l'État de New York. Et vous avez ici le bâtiment de la législature de l'État de New York à Albany, puisque je vous rappelle que la capitale de l'État de New York, ça n'est pas New York, bien sûr, c'est Albany, comme souvent aux États-Unis. Ce n'est pas la ville économiquement la plus importante qui est la capitale politique de l'État. Et donc vous avez ici le Parlement, la législature de l'État de New York, qui est effectivement située à Albany. Et donc il épouse Alice en 1880, et en 1883, il part pour la première fois dans ce qu'on appelle le territoire du Dakota. Alors, pourquoi le territoire du Dakota? Rassurez-vous, je ne vais pas vous ennuyer longtemps avec ça. Les gens sont toujours persuadés que les États-Unis sont sortis tout armés de la tête de je ne sais qui, tel Pallas Athéna sortant tout armé de la tête de son père. Dites-vous que ce qu'on appelle l'ordonnance du Nord-Ouest, voulue par Jefferson et votée finalement par le Congrès à New York en 1787, en même temps que la Convention constitutionnelle votait la Constitution à Philadelphie, cette ordonnance du Nord-Ouest permettait la création progressive, en passant par le statut de territoire, d'États libres et égaux en droit avec les 13 premiers États des États-Unis. Donc, ça vous montre qu'en fait, à l'époque, toutes ces régions-là n'étaient pas encore intégrées sous la forme d'États dans les États-Unis. C'était les territoires qui étaient sous tutelle exécutive de Washington. Et c'est là que, c'est dans le territoire du Dakota, si vous regardez ça, c'est très amusant. On voit qu'il y avait des territoires qui, au départ, appartenaient au territoire du Dakota, sont repassés au territoire du Wyoming, ont été échangés avec le territoire de l'Idaho. Enfin, les gens qui croient que les États-Unis, c'est toujours été comme ça, c'est complètement faux. Et donc, en 1889, vous avez effectivement les frontières définitives du Dakota du Nord et du Dakota du Sud. Roosevelt a toujours été plutôt attaché au Dakota du Nord. Et en 1883, il est allé voir pour la première fois s'il pouvait réaliser des investissements à l'Ouest. C'est-à-dire, en gros, acheter un énorme troupeau de bétail et le faire, évidemment, le mettre sous la responsabilité. Alors ça, c'est évidemment... C'est le grand rêve de la hutte en rondin. N'oubliez jamais que Lincoln est sorti d'une hutte en rondin et qu'il a fini en haut de l'échelle, c'est-à-dire à la Maison-Blanche, et Theodore Roosevelt s'est fait sa propre hutte en rondin. Lui qui était sorti d'un palais de verre, si je puis dire, à New York, il a voulu revenir d'une certaine manière aux origines du rêve américain en achetant cette hutte qu'on a appelée le Maltese Cross Cabin, la hutte de la Croix de Malte. Et son troupeau de bétail a été, toutes les bêtes ont été marquées d'un fer qui était la Croix de Malte. Et il a trouvé deux cow-boys qui ont bien voulu s'occuper de son troupeau, Sylvain Ferris à gauche et William Merrifield à droite. Alors, je sens que vous commencez à vous demander si on va sortir de cet épisode, mais il est fondamental. Il est fondamental pour la bonne raison que le 14 février 1884 vont mourir dans la même nuit, dans la même maison, sa femme et sa mère. Donc c'est la dévastation absolue. Alice avait donné naissance 2 jours avant à une petite fille qui avait été aussi appelée Alice. Elle est morte de la maladie de Bright, dont on n'a jamais compris comment elle l'avait contractée. Et sa mère est morte de ce qu'on appelait à l'époque l'influenza, donc effectivement une sorte de grippe dévastatrice. Et donc les 2 femmes fondamentales de sa vie, sa mère et sa femme,
sont décédées toutes les deux dans la même maison, la même nuit, le jour de la Saint-Valentin. C'est assez réussi, c'est le moins qu'on puisse dire, 14 février 1884. Et là se produit un épisode absolument fondamental dans la vie de Roosevelt, c'est-à-dire que, reprenant le geste des pionniers américains essentiels, il décide de rompre avec l'Est, qui est le lieu des malheurs, du deuil et de l'horreur, et de partir se recréer à l'Ouest. Donc, quand je vous ai montré tout à l'heure la hutte en rondin, qui a semé ici et là, je l'ai senti, rien de scepticisme, dites-vous qu'en fait, Roosevelt est allé s'installer dans cette hutte en rondin et qu'il y a vécu pendant 2 ans. Et alors, c'est extrêmement intéressant parce que J. Edward White, qui a été juge à la Cour suprême, a écrit un des plus grands livres qu'on ait jamais écrit sur les États-Unis, très rarement cité dans des bibliographies françaises, qui s'appelle The Eastern Establishment and the Western Experience. L'establishment, c'est-à-dire l'élite de l'Est et l'expérience de l'Ouest. Et dans ce livre, il raconte en parallèle l'histoire de 3 hommes qui, à peu près à la même époque, ont fait la même expérience. Ces 3 hommes, ce sont un littérateur, Owen Wister, que vous voyez ici à gauche, un peintre, Frederick Remington, que vous voyez ici à droite, et un homme politique, Theodore Roosevelt. Ces 3 hommes-là, pour des raisons qui étaient Owen Wister, on ne sait pas trop quoi. C'est-à-dire une sorte de dépression prolongée qui fait qu'il n'avait plus aucun goût à la vie. C'est un Philadelphien extrêmement raffiné, et donc il n'a plus goût à la vie. Je pense qu'au-delà de la tentation de l'Ouest, il y avait la tentation du cow-boy, si vous voyez ce que je veux dire, mais nous allons passer rapidement là-dessus. Donc, Owen Wister s'en va à l'Ouest, et il va en rapporter le premier roman de l'Ouest, The Virginian, qui raconte comme par hasard l'histoire d'un homme de l'Est, le Virginien, qui, absolument déboussolé par la fin de la guerre de sécession, va essayer de se reconstruire à l'Ouest. Si vous pensez au film Jeremiah Johnson, dont j'ai déjà parlé, c'est exactement la même chose. Et puis, Frederick Remington, son père est un failli. Son père a fait faillite, donc c'est la honte de la famille, et il décide, lui... Donc vous avez d'un côté Owen Wister, la déprime absolue, le dégoût de vivre, le tedium vitae. Vous avez de l'autre côté, effectivement, Remington, et puis au milieu, vous avez Roosevelt, le grand deuil féminin, et tous les 3 s'en vont à l'Ouest. Owen Wister rapportera de ça son roman The Virginian, qui reste aujourd'hui encore le premier grand roman américain écrit sur l'Ouest. Vous le voyez, Remington rapportera des toiles de l'Ouest absolument superbes. Quand on pense peinture de l'Ouest, on pense immédiatement Frederick Remington, en particulier ici ces Indiens qui, vêtus de peau de bison, approchent le troupeau des bisons pour le mettre en marche jusqu'à l'endroit où il va basculer par-dessus les falaises et être reçu par les femmes, les enfants et les vieillards de la tribu en bas qui vont le dépecer systématiquement. Et vous avez ici 2 photos de Théodore pendant la période 84-86, c'est-à-dire la période, évidemment, de la reconstruction individuelle à l'Ouest. Alors, est-ce que c'est pendant cette période qu'il a tout d'un coup repensé à cette jeune fille ici, qui s'appelle Edith Carow, C-A-R-O-W, qui est effectivement une amie d'enfance, et on le voit ici, lui, Théodore, au-dessus de Edith, avec son frère et sa sœur. Est-ce que c'est là-bas? En tout cas, quand il rentre, effectivement, en 1887, il épouse Edith Carow, que vous voyez ici à gauche, qui aura toujours avec sa belle-fille, c'est-à-dire Alice, la fille du premier mariage, que Roosevelt va complètement abandonner à sa sœur aînée, Barmy, qui va s'en occuper et qui va être la seule à s'en occuper. Alice Roosevelt, la fille, deviendra une des grandes hôtesses new-yorkaises du Gilded Age, mais elle entretiendra toujours avec son père des relations assez difficiles et avec sa belle-mère, sa marâtre, des relations absolument tumultueuses. Ça, c'est clair. Et voilà toute la famille. Quentin, bien sûr, c'est celui qui mourra le 14 juillet 1918 dans un combat aérien au-dessus du front franco-allemand. Ici, évidemment, Ted Senior, le fils aîné, qui porte et le prénom de son père et le prénom de son grand-père. Ici, bien sûr, Archie. Là, Alice, bien sûr. Là, Kermit. Et là, Ethel. Edith et Théodore auront 5 enfants, dont effectivement 4 garçons et une fille. Et Alice sera donc la seule enfant du premier mariage de Théodore. Alors, 5 enfants, ça ne s'élève pas, même quand on est l'héritier du ver rooseveltien, ça ne s'élève pas exactement avec 3 francs 6 sous. Donc, il faut absolument trouver
un travail. Roosevelt, à son retour des Badlands du Dakota du Nord, va être tenté par l'aventure de maire de New York. Il va échouer lamentablement et il va effectivement compenser cet échec en partant directement à Washington, où il va devenir le responsable de la commission du service public. À gauche, vous avez le président Harrison, et à droite, le président Grover Cleveland. Alors, je vous rappelle que c'est un des moments un peu étonnants de l'histoire des États-Unis, puisque Cleveland va être président des États-Unis de 85 à 89, Harrison va être président de 89 à 93, et Cleveland reviendra président de 93 à 97. C'est la seule fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président a exercé 2 mandats non consécutifs. Cleveland est un démocrate, Harrison est un républicain. Cleveland, donc, revient démocrate après la présidence de Harrison. Theodore Roosevelt est un républicain. Il va effectivement être appelé par un président républicain, Harrison, à venir effectivement en 89 à Washington pour s'occuper de quoi? Alors, pour s'occuper de la mise en application de ce qu'on appelle le Pendleton Act. Le Pendleton Act, c'est très important dans l'histoire du service public aux États-Unis parce que c'est la fin de ce qu'on appelait le système des dépouilles et la mise en place d'un système de recrutement et de promotion au mérite à l'intérieur de la fonction publique américaine. Entre les 2 présidences de Jackson, c'est-à-dire en gros la fin des années 20, début des années 30, 1800 bien sûr, c'est Jackson qui met en place le système des dépouilles, à savoir que quand un président arrive au pouvoir, son parti prend tous les postes administratifs, y compris les postes de receveurs des postes dans les plus petites villes qu'on puisse imaginer dans les États, les postes d'ambassadeurs, les postes de ministres, les postes de ce que vous voudrez. C'est ce qu'on appelle le système des dépouilles. C'est-à-dire que quand un parti arrive au pouvoir dans, effectivement, les basques du président qui vient d'être élu, le parti prend. Ça a donné lieu, évidemment, à des choses absolument terrifiantes au niveau d'efficacité de la fonction publique américaine, mais il a quand même fallu attendre 1883 pour qu'un homme politique américain, Pendleton, obtienne le vote par le Congrès d'un acte qui mettait fin définitivement au système des dépouilles et qui posait effectivement l'accès à la fonction publique comme étant gouverné par la notion de mérite. Et vous avez ici, bien sûr, cette idée du mérite qui est représentée. Alors, Roosevelt restera à la commission de la fonction publique, effectivement, de 1889 jusqu'en 1895. Donc, Cleveland, bien que démocrate, le système des dépouilles étant terminé, acceptera que Roosevelt reste responsable de l'organisation à Washington de tout le recrutement et de toute la promotion des fonctionnaires fédéraux bien sûr, américains. Et en 1895, sur le conseil de Henry Cabot Lodge, Roosevelt ne se laisse pas réentraîner dans une course à la mairie de New York qu'il aurait probablement perdue, mais il accepte d'être nommé préfet de police de la ville de New York. Donc il va être préfet de police de la ville de New York, que vous voyez ici. Alors, toujours représenté avec sa matraque, c'est très important parce que ça annonce le gros bâton, Big Stick, qui est tout de suite présenté comme un homme d'action, c'est clair. Toutes les caricatures rendent compte de sa puissance physique et de son désir d'action. Et là, vous avez Roosevelt à gauche, dans son bureau de préfet de police de la ville de New York, et à droite, vous avez la grande rencontre essentielle de ces années-là. La grande rencontre essentielle de ces années-là, c'est un personnage qui s'appelle Jacob Riis, R2IS, qui est un écrivain photographe et qui est passionné de la réalité sociale new-yorkaise. Et c'est lui qui va entraîner Roosevelt dans les bas-fonds de New York pour que Roosevelt, le patricien new-yorkais de Midtown, découvre ce qu'est véritablement la misère d'une grande ville américaine à l'époque. Et vous le savez, Riis va publier ce livre, qui est encore disponible aujourd'hui, qui est un livre absolument magnifique, qui s'appelle « How the Other Half Lives », « Comment vit l'autre moitié », et qui est le premier livre de sociologie dans l'histoire de la sociologie, qui est accompagné systématiquement les textes de documents photographiques, puisque Riis était à la fois écrivain et photographe. Ça reste un document absolument essentiel de la culture américaine. Aucun américaniste digne de ce nom ne peut effectivement exister sans savoir ce que c'est et avoir travaillé How the Other Half Lives. C'est la première vraiment réalisation. Et vous vous souvenez de cette femme dont j'avais parlé, Jane Addams, à Chicago. Jane Addams, c'est quelqu'un qui entretenait effectivement avec Jacob Riis des relations. Et alors, vous voyez, la force du texte de Riis, ça a été d'être associé constamment à des photographies. Et des photographies qui ne laissaient aucun doute sur le fait qu'on pouvait être un enfant d'immigrants débarquant à New York et vivre, manger, dormir dans la rue.
Et ça a été très important, avec évidemment l'importance des sweatshops, c'est-à-dire les ateliers évidemment de confection sans aucune protection sociale, etc. Rees a été vraiment un personnage extrêmement important. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi ouvert que Roosevelt, et Roosevelt a toujours dit que ses yeux avaient été ouverts sur la responsabilité sociale des élites au moment, effectivement, de sa rencontre avec Rees. Alors, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je vous signale qu'il y a 2 romans policiers absolument remarquables, tous les 2 traduits en français, qui ont été écrits par ce personnage qui s'appelle Caleb Carr, C-A-2-R. Ces 2 romans s'appellent l'un L'Aliéniste et l'autre L'Ange des Ténèbres, et ces 2 romans se passent tous les 2 dans la New York où Roosevelt est préfet de police, et vous verrez apparaître en personnage secondaire par rapport aux brigands, etc., aux horribles, voilà, vous verrez apparaître effectivement Roosevelt et les gens et les policiers de Roosevelt à plusieurs reprises. Ce sont des romans policiers absolument passionnants et en même temps d'une précision d'analyse historique et sociologique sur la New York de Roosevelt qui sont remarquables. Alors, je vous ai dit, bien sûr, 84 Cleveland, 88 Harrison, 92 Cleveland à nouveau, 96 William McKinley. William McKinley qui est l'arrivée de ce qu'on appelle les républicains de l'Ohio, soutenu à droite par un milliardaire de l'Ohio qui va complètement mettre un terme à ses activités économiques, sauf pour, évidemment, en recevoir les rémunérations, et qui va devenir ce qu'on appelle the kingmaker, le faiseur de roi du parti républicain. Il a pris McKinley sous sa protection. Il s'appelle Mark Hanna, et Mark Hanna va être véritablement celui qui va faire McKinley politiquement. Et Roosevelt, après la première élection de McKinley, va devenir sous-secrétaire d'État à la Marine à Washington, sous l'autorité du sous-secrétaire d'État Long. Alors, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant, mais il est très clair que pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à Franklin, il y a un tropisme d'imitation systématique de la carrière de Théodore par Franklin. Là où Théodore a été parlementaire de l'État de New York, Franklin a été parlementaire de l'État de New York. Là où Théodore a été sous-secrétaire d'État à la Marine, Franklin a été sous-secrétaire d'État à la Marine. Là où Théodore a été gouverneur de l'État de New York, Franklin a été gouverneur de l'État de New York. On a l'impression que Franklin, non seulement, bien sûr, épouse la nièce de Théodore, mais que d'une certaine manière, il va faire de l'itinéraire politique de Théodore son modèle d'itinéraire politique à lui. Et alors, évidemment, la chance de Théodore, enfin la chance, si je puis dire, c'est que le 15 février 1998, alors qu'il y a des tensions très nettes entre l'Espagne, vieille puissance coloniale, et les États-Unis à propos de Cuba, qui est dans la zone d'influence américaine et effectivement aux lisières de l'hémisphère sud, alors qu'il y a des tensions, un cuirassé américain qui s'appelle le USS Maine, on n'a jamais su comment ni pourquoi, ce cuirassé explose et coule dans le port de la Havane. Donc, immédiatement, évidemment, les Espagnols sont accusés, pas d'un fait de guerre, mais d'une action terroriste par laquelle ils ont voulu montrer qu'ils étaient capables de résister aux États-Unis et ils ont coulé le Maine. D'où, évidemment, la montée d'un sentiment populaire, pour ne pas dire populiste très fort, sur Remember the Maine, souvenez-vous du Maine, et donc libérons Cuba de la présence des vieux colons espagnols. Vous savez que c'est ce qui arrivera, bien sûr on va en reparler dans un instant, ce sera fondamental évidemment pour l'Espagne. Et alors là vous avez William Randolph Hearst, William Randolph Hearst, qui va devenir évidemment le modèle de Orson Welles pour Charles Foster Kane dans Citizen Kane, bien sûr. William Randolph Hearst, c'est le magnat de ce qu'on appelle la presse jaune, the yellow press, c'est-à-dire la presse populiste, en particulier son New York Journal, et vous voyez que le New York Journal fait ses gros titres sur, évidemment, le fait que le Maine a été détruit dans le port de la Havane et qu'on ne sait pas par qui ça a été fait, mais ça ne peut avoir été fait que par un ennemi. Et alors, vous savez, le Frederick Remington dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ira à l'Ouest ensuite faire ses tableaux magnifiques de l'Ouest, Frederick Remington est journaliste et illustrateur de guerre, comme l'avait été Winslow Homer avant lui. Il est envoyé par William Randolph Hearst à Cuba, et William Randolph Hearst lui dit « Fournissez-moi les photos de la guerre ». Et alors Remington lui répond « Mais il n'y a pas de guerre ». Et c'est là où Hearst a eu ce mot archi-célèbre «
fournissez-moi les photos, je vous fournirai la guerre. Hein, voilà. Donc c'est cette idée, si vous voulez, du fait qu'une guerre peut être suscitée par la presse. La phrase est très connue, le télégramme à Frederick Remington, que Hearst avait envoyé à Cuba pour couvrir la rébellion hier. You furnish the picture, vous fournissez les images, les photos, I'll furnish the war, je fournirai la guerre. Et alors là, Théodore va avoir une intuition géniale. Il quitte Washington, il donne sa démission, il retourne dans le Dakota, il retourne au Texas, il retourne dans tous les États de l'Ouest et il va lever un régiment de volontaires. Et ce régiment de volontaires, il va l'embarquer pour Cuba sous son autorité. Il s'autoproclame et proclamé colonel, d'où son titre de Colonel Roosevelt. Hein. Et alors, le moment essentiel va venir, c'est-à-dire le 1er juillet 1998, où Roosevelt, à la tête de ses troupes, va mettre en déroute un bataillon espagnol qui occupait la San Juan Hill, la colline de San Juan, aux alentours de Santiago de Cuba. Et Roosevelt va conquérir là la gloire militaire qui, en novembre suivant, lui permet, 3 mois après, 4 mois après, lui permet d'être élu gouverneur de l'État de New York. Il est élu gouverneur de l'État de New York sur, évidemment, la réputation de son succès militaire à la colline de San Juan. Et vous voyez ici l'affiche, évidemment, qui va fonder les ambitions de Roosevelt pour devenir gouverneur de l'État de New York. Et alors, là, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que, dès qu'il arrive comme gouverneur de l'État de New York, fondé sur sa rencontre avec Jacob Riis, comme en vit l'autre moitié, il se lance dans un programme dont on commence à murmurer ici que c'est un programme progressive, progressiste. Et souvenez-vous que quand Franklin voudra conquérir la présidence des États-Unis, il mettra en avant sa lutte contre l'impact de la crise dans l'État de New York pour dire ce que j'ai fait dans l'État de New York, je le ferai à l'échelle de toute la nation. Donc vous voyez que les liens sont extrêmement intéressants entre les deux carrières politiques. Alors, évidemment, toute la puissante industrie et machine économique de l'État de New York, qui est tout d'un coup confrontée avec un gouverneur réformateur, se tourne vers McKinley et vers l'appareil républicain, puisque Roosevelt est un républicain, et lui dit « débarrassez-nous de ce type hein, qui est un dangereux, je ne sais pas quoi, enfin bon, un rouge. The Reds are under the bed. Les rouges sont toujours sur le lit, vous savez, sous le lit. Bon. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, on n'a jamais su qui, quelqu'un a eu une idée géniale et a dit quel est le seul poste dans la vie politique américaine où on ne peut rien faire et où on est complètement émasculé politiquement. Ce poste-là, c'est le poste de vice-président. Et donc, quelle meilleure, évidemment, rampe de lancement pour un vice-président que d'être gouverneur de l'État de New York. Donc, McKinley, qui est élu pour la première fois en 1996, au moment de la constitution du ticket de McKinley pour sa deuxième élection en 1900, on propose au gouverneur Roosevelt, auréolé de la gloire de la colline de San Juan en 1998, et on passe sous silence ses états de service progressistes dans ses 2 ans de gouverneur de l'État de New York, on lui propose de devenir le candidat à la vice-présidence de. Et alors vous voyez, ça, ce sont de ces extraordinaires bonnes idées dont il faut se méfier plus que tout. Car, malheureusement, le 6 septembre 1901, c'est-à-dire effectivement à peine 5 mois après son inauguration, McKinley sera assassiné à Buffalo par un anarchiste qui s'appelait Czolgosz. Et d'un seul coup, celui dont on venait de se débarrasser devient l'homme le plus puissant des États-Unis. Ça, c'est une erreur absolument monumentale, puisque non seulement il ne va plus faire ce qu'il faisait à l'échelle de l'État de New York, mais il va le faire à l'échelle de, effectivement, la nation dans son ensemble. Et vous voyez ici Czolgosz, bien sûr, l'assassin, la maison de Buffalo où McKinley a été transporté, et là vous avez Mark Hanna qui arrive, vous savez, le faiseur de rois, celui qui avait fait la carrière politique de McKinley, et qui ne cessera de dire après « je l'avais bien dit ». Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire de Roosevelt le vice-président parce qu'on ne sait jamais. Et quand, évidemment, les grands intérêts industriels et financiers des États-Unis défileront auprès de Hanna pour lui dire « ah là là, débarrasse-nous de ce type-là, etc. » Hanna leur répondra « écoutez, je suis désolé, vous l'avez voulu, vous êtes trouvé c'était génial, c'était merveilleux, ça allait vous assurer la réélection, etc. Maintenant, vous l'avez, vous le gardez. Vous n'avez plus rien à faire. » Et c'est exactement ce qui va se passer. McKinley est abattu le 6,
Je raconte toujours cette histoire parce que j'ai fait visiter de nombreuses fois cette maison à Buffalo. Le vice-président à l'époque, c'est vous dire à quel point son pouvoir est inimportant, il est dans les Adirondacks, les grandes collines au nord de l'État de New York, en train de faire de la montagne avec ses enfants. On réussit à le joindre. On lui envoie une sorte de voiture qui le ramène vers un train spécial, qui l'emmène à Buffalo tout de suite. Et finalement, à Buffalo, eh bien, McKinley, le 7 et le 8 septembre, commence à se sentir mieux. Donc, vite, Théodore, après avoir rempli ses devoirs, retourne effectivement dans les Adirondacks faire de l'alpinisme avec ses enfants. Quand le 14 septembre, évidemment, McKinley meurt. Et là, il faudra un petit télégraphiste qui sera obligé d'arpenter un certain nombre de centaines de mètres en hauteur en agitant le télégramme pour attraper Theodore Roosevelt et ses enfants et lui dire « vous êtes le président des États-Unis ». Vous voyez que je pense qu'aujourd'hui, un peu plus de 100 ans après, ça ne se passerait pas comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ce serait difficile. Voilà. Et donc voilà Théodore Rex, c'est clair. Il entre à la Maison-Blanche et je crois qu'on peut rassembler les deux présidences de Roosevelt. C'est très curieux. Roosevelt, donc, devient président dans la première année du mandat de McKinley, et quand il se présentera en 1904, il expliquera qu'il ne se représentera pas en 1908. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il anticipe le fameux 22e amendement. 22e amendement qui sera imposé à la Chambre des représentants par la majorité républicaine au début des années 50, qui ne veut absolument pas revivre ce qu'ont été les 4 présidences successives de Franklin, et qui donc interdira à toute personne qui a exercé la présidence plus de 2 mandats de s'y représenter. Et quand on lui dira, mais alors supposons que le président soit un ancien vice-président qui est devenu président à cause de la défaillance du président. Le 22e amendement dit, si le vice-président devient président dans la première moitié du mandat du président qu'il remplace, on considère qu'il fait au moins 3 ans, sinon 3 ans et demi de mandat, donc ce mandat-là lui compte pour un, et il n'a droit à se représenter sous son nom que pour un seul mandat. Par contre, s'il meurt dans la deuxième moitié du mandat du président, il peut se représenter à 2 mandats sous son nom. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé pour Johnson. Johnson s'est représenté en 64. S'il n'y avait pas eu le Vietnam, il se serait probablement représenté en 68. Mais il a volontairement décidé de ne pas se représenter pour une sorte de 2e mandat et demi, si je puis dire, auquel il avait droit au nom du 22e amendement. Par contre, Théodore a très bien anticipé le 22e amendement, qui n'existait pas. Il a dit, puisque je suis devenu président si proche de l'élection de McKinley, je considère que j'aurais eu un premier mandat quasiment intégral, et donc je ne me représentais que ce qu'il a toujours regretté. Il a toujours regretté de ne pas s'être représenté en 1908, et je pense qu'effectivement, il a raison de le regretter. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les fameux snacks du Mississippi. Et les fameux snacks du Mississippi, ce sont tous les endroits qui se sont immédiatement ligués contre Roosevelt. C'est-à-dire, évidemment, le trust des chemins de fer, la Standard Oil, le trust de la bière, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'il y a 3 grands domaines dans lesquels Roosevelt a fait bouger complètement l'Amérique. Roosevelt n'a jamais été autre chose qu'un capitaliste. Il considère qu'il n'y a qu'un seul système économique qui soit capable de créer de la richesse, c'est le capitalisme. Mais il va dire, tout de suite, très vite, il n'y a rien de plus dangereux pour le capitalisme que d'être livré à lui-même. Car il subit irrésistiblement une double dérive, qui est la dérive du trust, de la concentration, et la dérive de la financiarisation. C'est-à-dire que l'investissement n'est plus un investissement productif, mais c'est un investissement souvent somptuaire et en tout cas destiné à faire de l'argent à partir de l'argent. C'est-à-dire, vous savez, la vieille théorie aristotélo-thomiste qui veut que quelque chose de stérile ne peut pas produire et que donc il n'est pas normal que l'argent produise, etc., etc. Et c'est vrai que Roosevelt, qui est un capitaliste convaincu, va devenir l'adversaire le plus déterminé et le plus déclaré de 2 choses, les trusts et le non-investissement productif. Avec en plus évidemment cette idée que si le capitalisme est un système qui prétend correspondre à l'essence de la démocratie, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc, effectivement, une vigilance sociale très forte. Et ici, vous avez Roosevelt, contrôle gouvernemental des corporations et des trusts, et vous avez ici Roosevelt qui est en train de faire la leçon aux manias du charbon, avec au premier plan, évidemment, J.P. Morgan, ça c'est clair, lequel est quand même le grand homme des trusts des États-Unis à l'époque. Et vous le voyez, ça c'est très curieux, c'est 1902. Ici, ça c'est la première fois
que Roosevelt va nommer une commission fédérale sous son autorité pour résoudre la grève des mineurs de la Pennsylvanie en 1902. C'est-à-dire qu'il va dire, à partir du moment où une grève des mineurs menace l'intérêt général dans le domaine du charbon, l'État fédéral n'a pas à prendre parti ni pour les mineurs ni pour le patronat, mais il a à faire en sorte que cette grève soit résolue le plus tôt possible dans l'intérêt du bien public et de la communauté nationale. Et donc il va dire, je ne dis pas qui a raison, mais je vais nommer des gens dont la mission va être de dire qui a raison, ou plus exactement dont la mission va être de tenter de parvenir à un accord. Et alors c'est pendant que la commission travaillait qu'on l'emmène au Mississippi et on déclenche une chasse à l'ours. Et comme il n'a pas arrivé à tuer d'ours, ça c'est la vieille histoire qu'on a Mrs. Packlet's Tiger de Saki, il y a des gens bien intentionnés qui vont essayer de trouver un vieil ours qui ne court pas trop vite et qui est pas trop vieux, qui est très vieux, pardon, et on va amener Roosevelt vers cet ours en lui disant, ben, regardez monsieur le président, là vous pouvez tuer un ours. Et Roosevelt, qui est le naturaliste dont nous avons parlé, va tout de suite reconnaître que l'ours est très vieux, qu'il ne peut pas courir, et donc il va l'épargner. Et à ce moment-là, va commencer l'histoire du teddy bear. Teddy, qui est le diminutif de Théodore, et Bear, l'ours, donc tous les petits ours en peluche qui ont orné les lits d'enfants dans le monde occidental depuis 1902 sont des teddy bears rooseveltiens qui viennent du moment où Roosevelt a su épargner. Alors ici, on vous le représente sous la forme d'un ourson, mais en fait, c'était un gros ours très malade et très vieux. Et alors ça, j'adore. J'adore cette gravure fabuleuse où vous voyez le petit Hercule Roosevelt, en train d'étouffer les deux serpents qui se sont glissés dans son berceau. Ce sont les serpents de la Standard Oil. À gauche, vous avez le serpent Morgan, et à droite, vous avez le serpent Rockefeller. Ça, c'est vraiment absolument extraordinaire. Et ça, c'est très beau. We demand that big business give people a square deal. Alors, c'est le square deal, effectivement, de Roosevelt, Théodore, qui deviendra le New Deal de Franklin, qui deviendra le Fair Deal de Truman. Et square, ça veut dire rigoureux, honnête, carré. Chacun y trouve son compte. Et regardez bien, nous demandons que, évidemment, le monde économique offre aux gens un deal, un marché honnête. En retour, nous devons effectivement insister sur le fait que quand quelqu'un est engagé dans les affaires de manière honnête et qu'il essaie de faire ce qui est bon, on lui donnera à lui aussi, effectivement, un square deal. Donc vous voyez que la fine pointe du square deal rooseveltien, c'est chacun doit être traité honnêtement. Et la fonction de l'État fédéral américain, de l'exécutif américain et de l'État fédéral, n'est pas d'intervenir en faveur d'un des deux côtés, mais de faire en sorte que chacun des deux côtés y trouve son compte. Car ce n'est que quand chacun des deux côtés y trouve son compte que le capitalisme est fidèle à lui-même et qu'effectivement, il assure une richesse, et une richesse qui peut être redistribuée. Alors évidemment, Roosevelt va être extraordinairement aidé par le développement sous sa présidence de ce qu'on appelle les muck rakers, excusez-moi, c'est très grossier, la merde, rakers, ceux qui ratissent ou ceux qui fouillent. Le personnage vient du Pilgrim's Progress de Bunyan, où Christian, dans l'itinéraire qui le conduit de la cité de la destruction à la Nouvelle-Jérusalem, rencontre un homme qui a un râteau, et cet homme essaie de nettoyer le monde de sa saleté. Et donc ce nettoyage to rake, ratisser, muck, la saleté, la merde, des muck rakers va devenir le surnom donné par Roosevelt lui-même aux journalistes d'investigation sur lequel il va appuyer le déploiement de son Square Deal à travers ces journalistes qui travaillaient tous pour le McClure's Magazine que vous voyez ici. Le premier, Ray Stannard Baker. Alors, Ray Stannard Baker est un personnage extrêmement important. C'est lui qui lancera l'idée d'une commission de conciliation dans la grève du charbon de 1902 en Pennsylvanie. Et c'est lui qui reprendra le terme de E.B. Du Bois dans The Soul of Black Fall, la ligne de séparation entre les couleurs, the color line, et qui effectivement écrira ce Following the Color Line. L'autre personnage, c'est Lincoln Stephens,
Lincoln Stephen sera le grand analyste de la corruption des autorités municipales dans toutes les grandes villes américaines, et il conduira effectivement Roosevelt à faire passer par le Congrès une législation sur, évidemment, le fonctionnement des autorités municipales. Cette femme magnifique qui s'appelle Ida Tarbell, qui réalisera cette enquête absolument prodigieuse sur les ramifications du pouvoir de la Standard Oil dans toute la société à la fois politique, économique et des États-Unis. Et puis, regardez la pieuvre de la Standard Oil, là, vous voyez. Et alors, le seul endroit, la pieuvre de la Standard Oil, qui étouffe le Capitole, qui étouffe les autorités locales, le seul endroit sur lequel elle n'est pas de prise, c'est la Maison-Blanche, ici à gauche. Hein. Et la Maison-Blanche, c'est la Maison-Blanche de Roosevelt, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, ce roman que peut-être vous avez lu, de Upton Sinclair, qui s'appelle La Jungle, hein, qui décrit les abattoirs de Chicago, les stockyards, hein, qui appartenaient à Philip D. Armour, et qui montre, je m'excuse du détail horrible, surtout après le déjeuner, mais qui montre que malheureusement, dans la chaîne de production à partir de bœufs vivants, de boîtes de conserve, de temps en temps dans la chaîne, il tombe des ouvriers qui travaillent à la chaîne. Donc voilà. Et ça sera évidemment la grande découverte. Et ce livre, The Jungle, déclenchera le passage par le Congrès d'une chose extrêmement importante, qui est ce qu'on appelle le Pure Food and Drug Act, la première fois que l'État fédéral s'arrogera le droit de juger des conditions de vie quotidienne de la population américaine à travers, effectivement, la nourriture et les médicaments. Ce Pure Food and Drug Act sera le résultat d'un travail d'un personnage extrêmement brillant, Harvey Washington Wiley, que vous voyez ici sur la droite, qui est un très grand chimiste. Roosevelt refusera de confier cette mission au ministère de l'Agriculture ou au ministère de l'Intérieur. Il la confiera, effectivement, à un département spécial de chimistes créé par l'État fédéral pour vérifier, effectivement, la qualité de la nourriture et la qualité des médicaments auxquels avait accès l'ensemble de la population américaine. Le deuxième point absolument important, c'est l'émergence de ce que j'ai appelé la République impériale. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Amérique, libérée de la crise identitaire de la guerre de sécession, caractérisée par l'industrialisation et l'urbanisation et son avancée irrésistible vers le statut de première puissance mondiale, l'Amérique, à travers Roosevelt, va transférer ce pouvoir économique sur le plan politique. Ici, bien sûr, vous avez la fameuse crise du Venezuela, où vous avez le président du Venezuela qui est en train d'être plumé par, d'un côté, évidemment, l'Allemagne impériale et de l'autre, le John Bull britannique. Et vous savez que c'est à l'occasion de cette crise du Venezuela que Roosevelt formulera ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe qui avait été formulée par le président James Monroe, ici en haut à gauche, mais surtout par son secrétaire d'État John Quincy Adams, le fils de John Adams qui allait devenir son successeur à la présidence des États-Unis, et qui disait en gros l'Amérique aux Américains, les puissances européennes n'ont aucun droit à intervenir en Amérique. Hein. Et évidemment, le corollaire Roosevelt, c'est ça, c'est, vous voyez, le canon de la doctrine Monroe qui suggère aux puissances européennes qu'elles ont beau réclamer des dettes à la République de Saint-Domingue, ces dettes, le paiement en sera vérifié par les États-Unis. Alors vous savez que le drame du corollaire rooseveltien, c'est qu'un certain nombre de présidents utiliseront le corollaire rooseveltien pour intervenir en Amérique latine, en Amérique du Sud, pour effectivement favoriser les intérêts des États-Unis. Alors ça, c'est caractéristique. Hein. C'est ce qu'on appelle la nouvelle diplomatie, le gros bâton, the big stick. Vous voyez comment Roosevelt passe de son statut de préfet de police de la ville de New York à préfet de police du monde, puisque vous avez tous les gens qui accourent auprès de lui pour lui demander d'être le médiateur et celui qui va solutionner un certain nombre de crises. Alors évidemment, la première grande crise qu'il va solutionner, c'est la guerre russo-japonaise, puisqu'il va être choisi conjointement par la Russie et par le Japon pour être le médiateur de la guerre russo-japonaise. Vous le voyez ici sur la droite. Alors je vous ai rapporté Harper's Weekly, les couvertures, parce que Harper's Weekly, c'était le magazine pour lequel Winslow Homer faisait ses illustrations de la guerre de sécession, si vous vous souvenez. Hein. Et là, vous avez Roosevelt, bien sûr, entre les négociateurs japonais à gauche et les négociateurs russes, pardon, gauche et droite, vous avez compris. C'est dans cette maison de Sagamore Hill qui est située sur Long Island. Donc ça, c'est très important. Long Island, vous savez, c'est une île qui est parallèle à la côte des États-Unis à la hauteur de New York. Il avait fait ancrer le bateau japonais et le bateau russe hein, dans le bras de mer là qui sépare Long Island de la côte continentale américaine, et il envoyait ses négociateurs depuis Sagamore Hill, sa résidence de campagne familiale sur Long Island,
pour mener la négociation. Et effectivement, vous le savez, finalement, le traité de paix a été signé dans une ville de garnison maritime américaine du Maine qui s'appelle Portsmouth et qui porte le même nom, bien sûr, que le très grand port britannique. Et ce traité de paix qui a été signé le 5 septembre 1905 a valu à Roosevelt l'année suivante d'être le premier prix Nobel de la paix américain. Mais on oublie parfois que la première crise franco-allemande du Maroc, la crise de Tanger, qui a eu lieu en 1905 et qui a été réglée par la conférence d'Algésiras en 1906, cette crise a été entièrement réglée à la conférence d'Algésiras par la présence du diplomate américain qui s'appelait Henry White. Alors vous voyez très nettement ici, les dates sont importantes. 1904, l'entente cordiale. L'Angleterre prend l'Égypte, la France prend le Maroc. Et vous voyez que Guillaume II se glisse entre, évidemment, John Bull à droite, l'anglais, et la France à gauche, qui tient le mot entente cordiale à la main. Évidemment, Guillaume II se rue entre les deux, portant un papier sur lequel est marqué « Morocco, le Maroc ». Donc, vous le savez, à deux reprises, Tanger puis Agadir, l'Allemagne a essayé de nier le protectorat français sur le Maroc, et la première tentative qui s'est passée effectivement au moment de la crise de Tanger en 5 a été réglée par la conférence d'Algésiras, qui n'aurait probablement pas débouché sans la présence du diplomate préféré de Theodore Roosevelt, l'homme dont il a dit que toutes les missions qu'il lui avait confiées, il les avait réussies et qu'il avait sa confiance absolue, qui était effectivement Henry White. Et alors, parmi les aspects de cette transformation de la République en empire et cette assomption d'un rôle mondial, il y a évidemment la détermination de Roosevelt à faire construire le canal de Panama. Puisque le canal de Panama, que vous voyez ici en train d'être construit, et vous voyez même Theodore Roosevelt en train de mener une grue, 1904-1914, et là il était encore président quand il est venu, le but du canal de Panama, c'est de permettre à la flotte américaine de passer d'un océan dans l'autre aussi rapidement que possible, sans aller passer évidemment par en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors vous voyez que vous avez ici Roosevelt en tant que géant cyclopéen soulevant littéralement la terre pour creuser le sillon du canal de Panama, rejetant la terre sur la capitale de la Colombie, Bogota, puisque vous savez que c'est Roosevelt qui a obtenu le détachement de la République du Panama de la Colombie pour que, effectivement, le tracé du canal soit sanctuarisé à l'intérieur d'un État indépendant, le Panama. Et ça a conduit Roosevelt à terminer son deuxième mandat par l'envoi pour la première fois de ce qu'on a appelé la Grande Flotte Blanche, c'est-à-dire une flotte de guerre américaine qui a pour la première fois circumnavigué le globe. Elle est partie en 1907, elle est revenue en février 1909, Roosevelt a quitté le pouvoir en mars 1909, et donc le dernier acte présidentiel de Roosevelt, ça a été d'accueillir la Grande Flotte Blanche qui avait fait le tour du monde, pas encore par le canal de Panama bien sûr, mais qui avait fait le tour du monde dans la rade d'Annapolis, où est située l'école de guerre navale américaine, et c'est très important parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Roosevelt avait prouvé que l'Amérique pouvait intervenir maritimement partout. Voilà, ça c'est capital. Et c'est comme ça, parce que Roosevelt avait écrit en 1888, si mes souvenirs sont bons, il avait écrit un livre qui s'appelait La guerre navale de 1812, dans lequel il rendait hommage à John Adams, qui a été le premier à vouloir créer une flotte américaine, une flotte de guerre américaine. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Boston, il y a dans la rade de Boston un bateau qu'on appelle le USS Constitution, et qui est la trace de cette construction d'une marine de guerre par John Adams. Vous savez que Roosevelt, les œuvres complètes d'écrivains de Roosevelt ont été publiées en 23 volumes. C'est non seulement un homme politique extrêmement actif, mais c'est un écrivain très prolifique. Il a écrit énormément. En partie ce qu'on appelle des potboilers, c'est-à-dire des livres qui lui servaient à faire rentrer des sous pour nourrir les 5 enfants dont il a déjà été question, plus la fille, ça c'est très clair. Mais il a écrit énormément sur la conquête de l'Ouest, sur etc. Et l'influence la plus essentielle dans la réflexion de Roosevelt sur la mer, c'est ce fameux amiral américain qui s'appelle Thayer Mahon, M-A-H-A-N, qui a publié ce livre, L'influence de la puissance maritime sur l'histoire entre 1660 et 1783. Roosevelt connaissait des passages entiers de ce livre par cœur, et pour vous prouver l'importance du livre, le Kaiser avait demandé à ce qu'une traduction allemande de ce livre soit déposée dans chacun des bateaux de la Kriegsmarine. Tous les bateaux de la Kriegsmarine avaient à bord une traduction du livre de Mahon sur l'importance de la puissance maritime sur l'histoire. Et vous voyez ici Roosevelt qui, en février 1909, a accueilli dans la rade d'Annapolis le retour de la Grande Flotte Blanche. Le 11 octobre 1910,
C'est fou, hein. Ce type est absolument étonnant. Hein. Il a volé pendant 4 minutes à bord d'un avion des frères Wright. Hein. Et lui, qui avait été fasciné par la mer et la guerre maritime, a probablement anticipé l'importance de l'avion dans les conflits qui viendraient, sans anticiper malheureusement que son fils, auquel il a conseillé de faire de l'aviation de guerre, serait une des premières victimes, puisque, comme je vous l'ai dit, Quentin, que vous voyez ici à droite, est mort le 14 juillet 1918 dans un combat aérien au-dessus de la France. Ça, c'est ce que plus personne ne veut voir de Roosevelt. Ça a toujours été un chasseur de très grand gibier, hein, ça. Et en même temps, c'est l'homme qui est véritablement responsable de la prise de conscience politique par l'Amérique de ce qu'on appelle le mouvement de conservationism, c'est-à-dire la préservation de l'environnement. Il a été le premier grand président environnementaliste des États-Unis. Et vous avez ici, ça c'est très important, c'est la Yosemite, et c'est à droite le théoricien John Muir, un Écossais installé en Californie, qui a fondé le plus grand lobby environnemental américain, le Sierra Club, qui existe encore aujourd'hui et qui est le plus grand lobby environnemental américain. John Muir, qui est une espèce de visionnaire de la nature américaine et qui a invité Theodore Roosevelt à passer une semaine avec lui sans service de sécurité à arpenter la Yosemite. On rêve. Hein. Et on a la lettre magnifique que Roosevelt a écrite à Muir en rentrant de la Yosemite. Ça, c'est si vous allez un jour dans le parc national de la Yosemite, vous verrez cet endroit où ils ont partagé ensemble, là, toujours un log cabin, une hutte en rondin, et vous les voyez au pied des séquoias du Mariposa Grove, ici, le plus grand bois de séquoias de la Yosemite, et vous avez une photo magnifique que j'aime beaucoup de John Muir, qui est une sorte de rêveur génial et qui a écrit peut-être les plus belles pages qu'on ait écrites sur la nature américaine et la nécessité de préserver la nature américaine sauvage pour que des générations de jeunes Américains revivent ce qu'a été l'expérience de leur père, c'est-à-dire le moment où, confrontés à la somptuosité et à l'immensité du territoire américain, ils comprennent que cette terre leur a été destinée par Dieu pour y élaborer une expérience républicaine et démocratique. Et c'est vrai que les forêts nationales ont été, sinon créées, au moins immensément développées par Roosevelt, qui a su trouver, en plus, caractéristique même du leader, qui sait trouver les collaborateurs essentiels, ce personnage magnifique, un des plus grands hauts fonctionnaires américains, Gifford Pinchot, qui a été véritablement l'homme des parcs nationaux et l'homme des forêts nationales. Et c'est vrai qu'on termine, effectivement, par cette idée d'un homme qui dit que rien ne se fait sans liberté économique, à condition que cette liberté économique soit réglementation et pas obstruction, qu'il y ait une participation plus large dans les flux du travail, qu'il y ait un contrôle fédéral des affaires entre États et qu'on déplace le fardeau de la société du pauvre sur les riches, des employés sur les employeurs, tout en respectant toujours, comme on l'a dit dans la citation précédente, cette idée qu'effectivement, il n'est pas normal qu'un homme qui veut entreprendre honnêtement et effectivement créer de la richesse honnêtement soit empêché de le faire par la société. Roosevelt a toujours cru en cette formule qu'il appelait de bully pulpit. Il disait la présidence est une chaire, pulpit c'est une chaire comme un prêtre montre en chair, et bully veut dire à la fois le côté un peu tyrannique, c'est-à-dire qu'il faut affirmer des choses, il faut défendre ses idées, et vous savez qu'en américain, bully ça veut dire fantastique. Donc pour lui, Roosevelt, je crois, a toujours été passionné par son métier de président, et il a toujours pensé que ce métier de président lui permettait de faire des choses absolument essentielles pour l'Amérique et pour les Américains. Et il était persuadé que la fonction présidentielle, alors qu'il a largement outrepassé la vision que les gens avaient eue de la fonction présidentielle jusque-là. Ça, c'est clair. Il a complètement transformé la fonction présidentielle en faisant quelque chose qui intervient pour préserver the fairness, c'est-à-dire la justice et l'honnêteté des équilibres à l'intérieur de la société. Et ça, cette bully pulpit, c'est très important. Et alors, vous le voyez, ça a donné lieu quand même à cette extraordinaire succession de 3 personnalités, Théodore à gauche, bien sûr, Éléonore, sa nièce, à droite, mais qui a été aussi la femme de Franklin au centre. Et c'est là où s'est produit le grand chiasme extrêmement problématique pour les Américains et pour les étrangers de la vie politique américaine. À travers Roosevelt, le parti républicain était l'héritier de Lincoln, le parti progressiste.
À travers Franklin Roosevelt, le Parti démocrate, qui était le parti de la ségrégation, de l'état de fait, d'un certain immobilisme, Franklin, par fidélité à Théodore, a fait basculer le Parti démocrate dans l'aile progressiste, ce qui fait qu'à ce moment-là, le Parti républicain a dû récupérer le conservatisme, qu'il a récupéré jusqu'à ce jour, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un seul élu démocrate dans le sud des États-Unis, ils sont tous républicains. Ce chiasme absolument fabuleux, idéologique et politique de l'Amérique ne s'explique pas sans les Roosevelt, et ne s'explique pas sans le fait que le progressisme identifié aux républicains de Théodore est devenu le même progressisme identifié aux démocrates de Franklin, repris le flambeau par Éléonore. Je vous remercie.